Dès le début des années 70, dès l'arrivée des réseaux téléphoniques et le fait que ça se répande largement et que ça commence à se numériser, il y a des gens qui ont joué avec les limites. Et c'est comme ça que je démarre le livre en racontant finalement les origines de ces premiers systèmes numériques. Et évidemment, au début c'était vraiment de l'artisanat. L'arrivée d'Internet a ouvert un champ des possibles absolument exceptionnel pour ces personnes. Qui au début étaient vraiment plutôt des chercheurs, des gens qui cherchaient vraiment à comprendre comment ça marche et qui ont créé les premiers virus, qui ont créé les premières attaques. Bienvenue dans le monde de la cyber. Je m'appelle Leslie Fornero et je travaille dans la cybersécurité. Avec ce podcast, je vous emmène à la découverte de ce monde à la fois merveilleux et terrifiant. Bonjour à tous et bienvenue dans le monde de la cyber. Pour ce nouvel épisode, j'ai l'immense plaisir de recevoir Jérôme Billois. Bonjour. Bonjour. Jérôme, tu es pour moi une véritable star du monde de la cybersécurité. Alors oui, moi aussi, ça me fait un peu sourire de dire ça parce qu'il y a encore 2 ans, je ne te connaissais pas puisque je n'étais pas encore dans le monde de la cybersécurité. Et quand j'en parle autour de moi, en mode « je suis trop contente, j'ai réussi à faire dédicacer mon exemplaire », donc là je parle de ton livre, par Jérôme Billois, en fait, il y a pas grand monde qui réagit. Moi, je suis là pour ça, justement, pour faire connaître les cyberstars au grand public. Donc, en gros, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, Jérôme Billois, sachez que c'est un peu le Thomas Pesquet de la cybersécurité. Dans l'écosystème cyber, tout le monde te connaît. Tu es très actif sur LinkedIn, notamment. Tu es souvent cité dans la presse aussi. Tu es invité à la plupart des événements sur la cybersécurité. Alors, première question, Jérôme, comment est-ce qu'on devient une star de la cybersécurité aujourd'hui ? Et plus sérieusement, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es arrivé dans le monde de la cybersécurité et ce qui te passionne aujourd'hui dans ton métier. Merci Leslie pour cette introduction que je ne mérite même pas. Je pense que l'enjeu, c'est finalement pas que moi je sois une star de la cybersécurité, mais l'enjeu c'est bien que la cybersécurité, justement, elle soit aussi une star quelque part et qu'elle soit connue et reconnue par tous. Et c'est finalement moi ce que j'essaye de faire depuis des années, un petit peu comme toi aussi avec cette idée du podcast, c'est d'amener ce sujet de la cybersécurité au grand public pour qu'ils en comprennent à la fois les risques certes, mais aussi les enjeux et les opportunités et finalement démystifier tout ce sujet. Pourquoi c'est important justement pour toi de rendre accessibles les sujets de la cybersécurité au grand public ? Quel est l'enjeu ? Le monde numérique aujourd'hui nous entoure partout. On a tous nos téléphones, on a tous évidemment dans notre domicile de plus en plus de périphériques connectés, on a les voitures, les trains, les avions, enfin tout ce qu'on utilise aujourd'hui est devenu numérique. Et finalement, autant on s'est intéressé depuis des années, et on s'en intéresse beaucoup aussi à la sécurité du quotidien, à notre sécurité physique, à notre sécurité émotionnelle, mais finalement la sécurité du numérique, c'est quelque chose qui est mal compris, qui est aujourd'hui très anxiogène. Il y a quelques années, c'était complètement inconnu. Les gens n'imaginaient même pas, on parlait de quelques virus, etc. Maintenant, je trouve que ce sujet il est devenu très anxiogène parce qu'il y a eu une multiplication dans les médias, finalement, d'attaques sur des hôpitaux. On est obligé de déplacer les patients. On nous parle de trains qui peuvent dérailler, d'électricité qui peut se couper, etc. Donc, on est en train de le transformer dans un sujet qui est vraiment très anxiogène. Et en fait, l'idée, c'est aussi de mettre le balancier un peu de l'autre côté et finalement de montrer que le numérique, comme tout, finalement, a un côté positif, un côté négatif et qu'il faut arriver par la cybersécurité aussi à équilibrer les risques et finalement à pouvoir en tirer toutes les opportunités et ne pas avoir peur du numérique, mais savoir finalement en tirer le profit maximum. Donc, équilibrer les risques dans le monde du numérique, c'est un peu ton métier aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, justement, si on peut revenir sur ton parcours et ce que tu fais aujourd'hui ? Mon métier, c'est depuis près de plus de 20 ans maintenant de travailler dans cette cybersécurité. Alors, quand j'ai commencé, on appelait ça Ça existait il y a 20 ans. Voilà, alors, quand j'ai commencé il y a 20 ans, on appelait ça la sécurité informatique. Et finalement, c'était très technique. On installait des antivirus sur des ordinateurs. On commençait à installer aussi ce qu'on appelle les pare-feux pour se protéger des menaces d'Internet. Et c'est quelque chose qui a vraiment évolué et que j'ai vu évoluer parce qu'effectivement, moi, là, en février de l'année prochaine, en février de cette année. C'est quelque chose que j'ai vraiment vu évoluer parce qu'en février de cette année, je fêterai mes 20 ans dans la société où je travaille, donc qui s'appelle Wavestone, qui est un cabinet de conseil où on aide les grandes entreprises sur de très nombreux sujets, dont le sujet de la cybersécurité. Et aujourd'hui, avec 2 autres acolytes associés au sein de la practice cybersécurité, on pilote une équipe qui représente plus de 900 personnes et qui aide les grandes entreprises à identifier en amont les risques,
à concevoir des nouveaux systèmes numériques qui soient bien sécurisés et à s'assurer aussi que quand elle peut être victime d'une attaque ou d'une tentative d'attaque, qu'elle puisse la détecter et qu'elle puisse réagir de manière appropriée. Donc mon métier au quotidien, voilà, c'est vraiment ça, c'est d'être en contact avec les grandes entreprises, les grandes organisations publiques pour les aider à comprendre ces risques-là et à les réduire. Et le cabinet Wavestone, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Est-ce que vous faites que de la cybersécurité comme en tant que cabinet de conseil ou vous traitez aussi d'autres thématiques ? Alors Wavestone était une start-up, un petit peu comme Stoic, en 1990, quand il a été le cabinet fondé par 2 personnes, Michel Dancoine et Pascal Imbert. Pascal Imbert est toujours d'ailleurs le CEO de Wavestone aujourd'hui. Et c'est parti de 2 personnes à Saint-Quentin-en-Yvelines, dans un petit bureau, à être aujourd'hui une société qui fait près de 5000 personnes, qui est présente en Europe, mais aussi aux États-Unis, en Asie, et qui accompagne les grandes entreprises dans leur transformation. Dans l'ensemble de leur transformation, et évidemment beaucoup dans leur transformation numérique, on adresse plusieurs secteurs, évidemment la finance, les transports, l'énergie, voilà, tous ces secteurs qui ont besoin finalement de se transformer et d'utiliser au mieux le numérique. Notre force, c'est d'arriver à allier une compréhension du métier, une compréhension du numérique et aussi des enjeux de sustainability qui sont vraiment un enjeu aujourd'hui de développement durable, qui sont vraiment un enjeu clé, et d'arriver à faire ce cocktail où on va être meilleur dans le métier en utilisant le numérique tout en étant dans une logique de développement durable. C'est le triptyque finalement qu'on adresse au sein de Wavestone sur l'ensemble des métiers, mais aussi dans la cyber. Et principalement donc pour des grandes entreprises, des grandes organisations aussi, publiques, privées, vous accompagnez quel type d'entreprise ? On accompagne majoritairement les très grandes entreprises. On vise usuellement le top 100 des différents pays où nous sommes présents et également les grandes organisations publiques. On est actif aussi sur ce secteur-là. Très bien. Eh bien, écoute, moi, je suis ravie de t'avoir à mon micro aujourd'hui. Ça fait 1 an que j'ai ton livre sur la table parce que justement, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. En dehors de tout ce que tu fais chez Wavestone, de toutes tes responsabilités aujourd'hui, à côté de ça, tu as écrit un livre et publié un livre il y a un peu plus d'1 an maintenant. Et je tenais d'abord à te féliciter parce qu'il y a peu d'acteurs dans la cyber qui arrivent à rendre accessible leur travail. C'est souvent un petit peu trop technique pour le commun des mortels. Et tu as reçu aussi le prix du livre grand public au FIC l'année dernière. Et pour moi, il est tout à fait mérité. Donc, bravo pour cet ouvrage. Merci. Est-ce que tu peux, pour commencer, pour parler de ton livre, nous expliquer pourquoi tu l'as écrit, quel était l'objectif, j'imagine, aussi rendre accessible le monde de la cybersécurité, donc avec tous les enjeux qui vont avec. Mais comment est venue l'idée et comment il a été réalisé ? Alors, écrire un livre, c'est une idée qui me trottait dans la tête depuis des années. J'avais eu la chance de pouvoir participer à plusieurs livres collaboratifs avec d'autres auteurs qui étaient des livres cette fois-ci beaucoup plus techniques, destinés aux gens de l'écosystème de la cybersécurité. Et puis, moi j'ai toujours voulu justement normaliser ce sujet de la cybersécurité, l'expliquer au plus grand public, et j'ai eu la chance un jour qu'Hachette, l'éditeur Hachette, m'appelle et me propose finalement de partir sur un projet comme ça. Et là j'ai dit oui, sans hésiter, sans me rendre compte de tout ce qu'il y avait derrière aussi, parce que c'était une idée que j'avais depuis longtemps, qui me trottait dans la tête et que j'avais l'opportunité là de réaliser. Il s'appelle comment ce livre ? Alors Cyberattaque, les dessous d'une menace mondiale. Et il est paru ? Aux éditions Hachette. Et c'était quand ? C'était en octobre 2022. Et t'as prévu une deuxième version ou pas du tout encore ? Alors pour l'instant, je digère la première version qui a représenté quand même plus d'1 an de travail, donc et glissé dans mon activité professionnelle usuelle. Disons que je ne me suis pas arrêté dans mon activité auprès des entreprises ou des organisations publiques pour faire ce livre. Donc ça a demandé quand même pas mal d'efforts. Mais surtout, je pense qu'il faut digérer un petit peu, parce que ce livre retrace un panorama quelque part de l'évolution de la menace cyber à aujourd'hui, du passé jusqu'à aujourd'hui. Et donc avant d'avoir une V2, je pense qu'il faut quelques années pour réaccumuler de la matière et qu'elle puisse ensuite être synthétisée dans un ouvrage qui en vaudra la peine. Et comme la menace évolue très rapidement, tu risques d'avoir beaucoup de matière dans quelques années pour faire une V2. Alors, on va déjà parler de la V1, et avant de rentrer dans le contenu du livre, j'aimerais bien qu'on évoque rapidement donc la manière dont il est illustré. Donc moi, il faut savoir pour les auditeurs qui n'ont pas le livre entre les mains, ce livre c'est un grand format en fait. Il est très graphique. Il est agréable à feuilleter. D'ailleurs, il peut se lire de manière aussi non linéaire, sans problème. Mais ce qui m'a frappé surtout, c'est qu'en voulant rendre accessible ce sujet, tu restes
certes de manière assez dosée, mais tout de même tu restes dans des codes et des clichés assez classiques du monde de la cybersécurité, avec en couverture un sweat à capuche énorme, noir sur fond rouge. Il y a même une espèce de masque en ombre dans la capuche qui fait un peu peur. Alors du coup, pourquoi avoir fait ce choix pour communiquer avec le grand public sur ce sujet ? Alors c'est un choix équilibré parce qu'en fait, il faut attirer. Quand on est dans le grand public, il faut aussi parler les codes de ce que les gens ont l'habitude de voir en cybersécurité. Et c'est vrai. Et pourtant, je m'en plains souvent de cette image du sweat à capuche. Ah, tu t'en plains quand même. Et je m'en plains. Et je m'en plains souvent. Et justement, parce que t'es pas venu en sweat à capuche, là. Non, ça n'est pas effectivement ma tenue de travail habituelle. Et justement, le livre, au début avec Hachette, on était dans une orientation très menace, très attaque. Mais moi, j'ai dit non, je ne veux pas faire que ça. Je veux aussi parler du côté positif, du côté finalement des hommes et des femmes qui aujourd'hui travaillent dans ce secteur, qui aujourd'hui apportent finalement leur valeur ajoutée et font qu'il y a des métiers qui sont passionnants et extrêmement intéressants en cybersécurité. Et c'est pour ça que, alors là on est en audio, on ne le verra pas, mais pour ceux qui auront le livre entre les mains, vous verrez que le livre a sa première partie qui est rouge et où on voit justement le personnage un peu menaçant. Mais de l'autre côté, on a un côté qui est bleu. Je vois. Et on voit des portraits des différentes personnes qui interviennent dans la cyber. Tout à fait. On voit une femme, un homme, un policier. On voit plusieurs types d'acteurs. Et ça a été vraiment l'enjeu. C'est qu'en cyber, tu le sais Leslie, mais je ne sais pas si les auditeurs le savent, on a ce qu'on appelle la Red Team, qui sont plutôt les gens qui attaquent, et on a la Blue Team, ceux qui font la défense. Et en fait, je ne voulais pas faire qu'un livre sur le côté rouge, mais je voulais aussi faire un livre sur le côté bleu. Et c'est vraiment tout l'équilibre qu'on a cherché avec Hachette, d'avoir effectivement quelque chose qui attire le grand public, qui attire l'œil dans le rayon, qui fasse un peu peur, mais qui emmène quelque part vers une solution, vers quelque chose qui soit constructif et qui permette d'éclairer sur la réalité de la cyber et des gens qui y travaillent. Et qui raconte une histoire à laquelle on peut s'identifier, s'accrocher. Ok, ce sweat à capuche est accepté. Merci Jérôme pour cette explication. Ouf. Donc d'après ce que je comprends, la demande d'Hachette à la base c'était plutôt d'écrire sur le côté des attaquants. Donc toi tu as insisté pour parler des cyberdéfenseurs. Pourquoi est-ce que quand on parle de cyber aujourd'hui, même quand on voit les news dans la presse, on se place plus souvent du côté de l'attaquant et on parle pas assez des défenseurs au final? Mais je pense que c'est un biais qu'on a malheureusement dans la société aujourd'hui où les médias de manière générale relaient des sujets négatifs. Voilà, et on parle toujours des morts, des blessés, on parle toujours de la catastrophe, de l'économie qui ne va pas, parce que malheureusement, c'est ce qu'on dit, c'est des sujets qui font cliquer, c'est des sujets qui font de l'audience. Et aujourd'hui, la cyber par les médias est souvent traitée sous cet angle-là. Parce que c'est des choses qui font peur et qui accrochent les gens à leur télé ou qui accrochent les gens dans les articles en ligne et qui vont faire qu'ils vont cliquer, etc. Donc voilà, moi je voulais pas tomber que là-dedans et c'est aussi quelque chose qui moi m'horripile un peu cet aspect-là. Pourquoi justement? Pourquoi est-ce que ça peut être dangereux de trop rentrer dans le cliché de la cyber? Tout simplement parce que c'est anxiogène et qu'on voit bien que le numérique a une capacité à transformer nos vies de manière positive si c'est bien géré, si c'est bien réfléchi, si c'est respectueux de la vie privée, si c'est respectueux des personnes. Et donc, voilà, il faut arrêter d'être dans cette espèce de logique qu'il n'y a que de la peur. Oui, il y a des risques, effectivement, comme tout. Et puis un petit sentiment d'impunité aussi dans le monde de la cyber, côté attaquant. Côté attaquant. C'est mystique, on comprend pas trop comment ça se passe. Il y a un gars ensuite à capuche avec des gants qui tape sur son clavier dans une cave. Est-ce que c'est vraiment comme ça que ça se passe? Alors justement, c'est ça qui est très très drôle, c'est quand on regarde toutes les illustrations dans les articles de presse et quand on tape justement dans les banques d'images qui existent en ligne et qu'on tape cybersécurité, on tombe toujours sur ces images-là. Voilà, en vrai, c'est pas ça. En vrai, on voit, heureusement, il y a des attaquants qui sont interpellés, il y a des attaquants qui se font arrêter par la police. Et après, c'est des gens tout à fait normaux qui sont pas que dans des caves. Alors il y en a quelques-uns qui effectivement sont dans des lieux un peu étranges quand ils font ce type d'attaque. C'est les images historiques, mais c'est pas tout à fait ça. En général, le cliché vient de quelque part qui a déjà existé, mais là, il perdure et il a la peau dure. Alors, j'aimerais qu'on rentre un peu plus dans le concret maintenant et donc un peu plus dans le contenu de l'ouvrage. Il est divisé en 7 chapitres. On va les passer en revue, les 7, pour donner un petit aperçu du contenu à nos auditeurs qui vont évidemment ensuite se précipiter en librairie ou en ligne. Tu nous diras où est-ce qu'on peut se le procurer. Le premier chapitre, donc, il introduit l'origine d'Internet. Pourquoi est-ce que c'est important de revenir sur l'histoire très récente de l'apparition d'Internet quand on parle de cybersécurité et de cyberattaque? Alors, il a même démarré un petit peu avant Internet, parce que ça part des années 70 avec les premiers piratages des réseaux téléphoniques.
Exact. Et en fait, c'est là où, dès qu'il y a eu un début finalement de système numérique, interconnecté, et où il fallait aussi payer pour les communications téléphoniques, il y a des gens qui se sont dit, mais comment ça marche ? Et est-ce que je ne peux pas arriver à le détourner à mon avantage ? Voilà. Et tout est parti de cette idée de base-là. Le détourner à son avantage, soit de manière positive, soit de manière négative. Et c'est ce qui fait toute l'ambiguïté d'ailleurs du terme hacker, qui des fois peut être vu comme quelqu'un d'astucieux qui pousse les systèmes dans ses retranchements pour le comprendre et en tirer le meilleur parti. Le et gentil alerter, hacker. voilà, s'il y a des problèmes. Et le méchant hacker, entre guillemets, même si j'aime pas trop ce terme méchant que je trouve un peu simpliste des fois. Oui, voilà. Le mauvais hacker. Voilà, en tout cas, mal intentionné en tout cas. Et la personne malveillante, parce que voilà, le méchant hacker, c'est quelqu'un de malveillant, c'est quelqu'un qui veut nuire, qui veut voler de l'argent, qui veut faire des torts à quelqu'un. Voilà. Mais en tout cas, dès le début des années 70, dès l'arrivée des réseaux téléphoniques et le fait que ça se répande largement et que ça commence à se numériser, il y a des gens qui ont joué avec les limites. Et c'est comme ça que je démarre le livre en racontant finalement les origines de ces premiers systèmes numériques. Et évidemment, au début, c'était vraiment de l'artisanat. L'arrivée d'Internet a ouvert un champ des possibles absolument exceptionnel pour ces personnes qui au début étaient vraiment plutôt des chercheurs, des gens qui cherchaient vraiment à comprendre comment ça marche et qui ont créé les premiers virus, qui ont créé les premières attaques. Est-ce que tu peux nous donner un petit exemple de hack sur les télécoms ? Moi, je me souviens de cette histoire avec Steve Jobs, justement. C'est ce que tu as sous les yeux. Il faut savoir que Jérôme a son livre sous les yeux et vient de l'ouvrir à cette page-là. Et j'ai beaucoup aimé cet exemple. On le sait peu, effectivement, mais Steve Jobs et son acolyte de l'époque, Steve Wozniak, ont commencé à travailler ensemble avant de fonder Apple sur justement des systèmes qui permettaient de contourner les réseaux téléphoniques et de pouvoir téléphoner sans payer avec à l'époque un certain nombre de ce qu'on appelait des blue box. Il fallait utiliser certaines fréquences de son qui finalement permettaient de commander à distance les systèmes téléphoniques. Voilà, c'est fort ça, c'est-à-dire qu'à la base, les petits hackings, c'était pas pour gagner de l'argent, mais éviter d'en payer. Oui, et voilà, parce qu'au début, c'était ça. La motivation financière est toujours là, quoi qu'il arrive. Merci d'avoir raconté cette petite anecdote qui est très sympathique à lire dans ton livre. Les chapitres 2 et 3, eux, ils dressent les profils des attaquants ainsi que leur motivation, dont je parlais juste à l'instant. Justement, c'est intéressant de savoir qui sont les hackers aujourd'hui, puisque là, on a exemple d'un hacker qui n'en est pas vraiment un. Steve Jobs, c'est pas comme ça qu'on le présente habituellement. Et qui sont-ils ? En fait, la deuxième partie du livre, j'ai vraiment voulu décrypter la menace telle qu'elle existe aujourd'hui. Parce qu'en fait, on est sous un déluge d'informations continues, une cyberattaque par-ci, une cyberattaque par-là, des données volées, des personnes qui se sont fait escroquer, etc. Et tout ça, je trouve, à force, amène à ne plus vraiment savoir ce qui est dangereux, qui est ce qui est derrière, et à comprendre la menace. Et donc, j'ai voulu, finalement, décrypter, simplifier peut-être, mais en restant quand même très concret, les 3 grands types d'attaquants qu'il y a aujourd'hui. Des gens qui vont plutôt attaquer pour gagner de l'argent, la motivation financière, les cybercriminels, qui est quand même aujourd'hui la population la plus importante de cyberattaquants. Des gens qui agissent plutôt par idéologie, ce qu'on appelle les activistes, avec HACK au début, parce qu'ils utilisent le hacking pour défendre leurs idées. Et puis la troisième grande famille de motivation, c'est celle qui est liée aux États, plutôt dans une logique soit de déstabilisation ou d'espionnage, comme on peut le voir dans la plupart des conflits récents. Dans la famille des cybercriminels, aujourd'hui, on voit qu'il y a une vraie organisation d'une économie du cybercrime. Et c'est ce qui est vraiment frappant et c'est la tendance la plus forte depuis ces dernières années. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit beaucoup dans les médias, c'est ces fameux rançongiciels. Le mot valise, c'est le logiciel de rançon, où finalement des vraies PME se sont créées autour de ces attaquants avec des structures de 10, 20, 30, 40. Il y a même un groupe qui s'appelait Conti qui a été démantelé, ils étaient 65, avec des locaux en Russie à Saint-Pétersbourg, avec un service compta, un service paye, avec un service R&D qui faisait de la recherche sur les nouvelles attaques possibles. Et donc on voit que malheureusement, ce business qui est très rentable, quand on calcule les taux de retour sur investissement, on est entre 600 et 800%, arrive à attirer et arrive à créer des structures qui aujourd'hui peuvent faire mal à de très nombreuses organisations publiques ou privées. Et comment ils se forment, ces groupes d'attaquants ? Est-ce qu'on en sait un peu plus sur ce sujet ? Est-ce que tu sais combien il y en a d'ailleurs ?
Alors des groupes, il y en a des dizaines et des dizaines. On est vraiment dans la logique de l'hydre en plus. Dès qu'on va couper une tête, il y en a 3 qui vont repousser. Que la tête soit coupée par les forces de l'ordre, ce qui est une très bonne chose, soit même que les groupes se tirent dans les pattes entre eux, ce qui arrive assez souvent. On reste quand même dans un secteur de criminels. C'est pas tout rose dans les coulisses. Et en fait, cet écosystème s'est créé progressivement. On a vraiment vu apparaître les ransomware à partir de 2005, alors ça existait un peu avant, mais ça a vraiment pris à partir de 2005, plutôt dans une logique, et certains auditeurs s'en souviendront peut-être, d'attaque d'individus. On attaquait un individu, on lui demandait 100 € pour débloquer son PC, il fallait aller dans un bureau de tabac, acheter une carte à gratter, donner le code, etc. Enfin, c'était avant les crypto-monnaies. Et finalement, à partir des années 2015, un certain nombre de groupes, le premier étant SamSam, a vu qu'ils pouvaient attaquer des organisations et gagner beaucoup plus d'argent. Et donc augmenter la rentabilité de leurs attaques. Et on a eu un basculement où là, d'un seul coup, des individus isolés se sont dit « mais je peux gagner beaucoup d'argent. Par contre, moi j'ai les compétences pour le faire, mais ça passe pas à l'échelle. En fait, si je fais tout seul, je vais pouvoir faire une entreprise par semaine, une par mois. Une, c'est pas rentable. Voilà. Sauf si c'est très très bien ciblé. Oui, mais ça demande beaucoup de travail. Mais ça demande beaucoup de travail. Et donc, ils ont plutôt consolidé leurs compétences pour créer des plateformes, un peu comme Uber, un peu comme Deliveroo, voilà, des plateformes où finalement, ils vont mettre à disposition des outils d'attaque à ce qu'on appelle des affiliés, qui, eux, vont réaliser l'attaque en utilisant les outils qui ont été créés par les experts. Voilà, ils sont déjà disponibles. Et aujourd'hui, il y a aussi le phishing as a service, comme le ransomware as a service. Alors, malheureusement... Tout a été automatisé. Voilà, tout est passé en as a service, donc à la demande. Et finalement, on peut aller sur des plateformes. Alors, heureusement, c'est quand même pas accessible au premier venu, mais pas très loin quand même. Pour quelques bases en informatique suffisent pour... du temps surtout, voilà, quelques bases en informatique, du temps et puis la volonté de le faire. Une cave et ensuite à capuche et c'est bon. Oui, alors il faut quand même un peu plus et puis il faut surtout vraiment avoir la volonté de commettre des actes criminels parce qu'en fait pour rentrer dans les bons cercles, c'est des cercles concentriques de confiance entre des criminels. Et donc finalement, il faut montrer patte blanche à chaque fois. Donc il faut commencer à réaliser des premiers piratages, puis d'autres, etc. Oui, il y a des groupes d'attaquants qui emploient même des lycéens, d'après ce que j'ai compris au dernier panneau crime du CLUSIF. Alors effectivement, on a une conférence annuelle au sein du CLUSIF, qui est une association dédiée justement à la cybersécurité, où on analyse les tendances de la cybercriminalité. Ça s'appelle le panorama de la cybercriminalité. Et on a décrypté ça. Parce que au-delà même de ces experts et puis des gens qui rejoignent les cercles d'experts par des cercles concentriques, en fait, pour passer à l'échelle, ces groupes de cybercriminels aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font ? Ils mettent des offres d'emploi. Il y a des offres d'emploi, on peut être stagiaire en cyberattaque. Soit finalement sur des forums déjà un peu, entre guillemets, dark, qui annoncent clairement la couleur, rejoignez-nous, on a les meilleurs payouts, on paye les meilleurs salaires, entre guillemets, vous allez gagner beaucoup d'argent avec nous. Ils vont jusqu'à mettre des photos de voitures de luxe, etc., qu'ils ont pu se payer. Soit même des offres d'emploi où ils montent des fausses sociétés, où on leur dit tu seras expert en test d'intrusion, voilà ce qui tu dois attaquer, t'en fais pas, tout a été signé avec eux, on a un contrat, vas-y, attaque, et une fois que tu as réussi l'attaque, tu me préviens. Et donc en fait, ils recrutent des vraies personnes qui n'ont pas d'intention malveillante et ils les piègent. Ah d'accord, donc les personnes travaillent pour des cyberattaquants sans vraiment s'en rendre compte. Ils ont l'impression de travailler pour une société de cybersécurité, qui a un site web, qui a pignon sur rue, qui a même une structure légale, qui va leur faire une fiche de salaire, etc. Et sauf qu'en fait, au moment où ils ont réussi à rentrer dans le système, là c'est le côté criminel qui prend la main, et celui qui a réalisé l'attaque initiale ne le sait pas forcément. C'est assez fou ça, et c'est possible de s'en rendre compte a posteriori et de quitter l'entreprise ou de signaler ça. Il y en a qui le font. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui le font. En tout cas, ces entreprises-là, elles sont assez rapidement détectées aussi. Et elles sont signalées parfois sur Internet. Donc, oui, on peut s'en rendre compte. Et je pense qu'aussi, se faire avoir dans ce mécanisme-là, à un moment ou à un autre, je pense qu'on se doute quand même qu'il y a un truc un peu étrange dans ce qu'on est en train de faire. Ouais, j'espère en tout cas. Le message est passé. C'est une très bonne transition d'ailleurs pour comprendre un petit peu le cycle de vie d'une attaque. Dans ton chapitre 4, tu décris comment se déroule une cyberattaque, donc d'un point de vue de l'attaquant. Est-ce que tu peux revenir rapidement sur les différentes étapes qui mènent à une cyberattaque ? Autrement dit, comment on se prépare et comment est-ce qu'on met en œuvre une attaque quand on se situe du côté de l'attaquant ? Oui, des moyens d'attaquer, il y en a des dizaines et des dizaines, mais le processus finalement qui amène à l'attaque est finalement assez souvent le même. Il y a une première phase qu'on appelle de reconnaissance.
C'est-à-dire l'attaquant va se renseigner sur sa cible. Qui est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a comme système sur Internet, quels sont ses employés, voilà, suivant l'attaque qu'il veut faire. Mais il a toujours une cible précise ? Alors, non. Clairement, il y a beaucoup d'attaques qui sont opportunistes. Où finalement, cette phase de reconnaissance, elle va consister à aller sur Internet, à scanner finalement plein de systèmes, comme si on est un peu dans un parking d'un supermarché. On va essayer d'ouvrir les portes des voitures. Puis d'un seul coup, quelqu'un aura oublié de fermer sa voiture. On va rentrer dans la voiture, on va prendre tout ce qu'il y a à prendre et on va partir. Ça, c'est quand même le gros aujourd'hui du fonctionnement des cybercriminels. Par contre, pour les activistes ou pour les États, on a une phase de reconnaissance qui est beaucoup plus pointue. Oui, parce là, que va y avoir le choix d'une cible. Voilà, un Tout activiste qui veut passer un message contre telle entreprise ou pour telle cause, voilà, va chercher la bonne cible. Un État qui veut espionner, évidemment, va faire la même chose. Ok, restons sur ton exemple de base. Donc ça, c'est la première étape, l'étape de reconnaissance. Voilà, donc une fois qu'on sait qui on veut attaquer, pourquoi on veut l'attaquer, il y a une phase qu'on appelle d'armement. Alors c'est de l'armement numérique, évidemment, mais ça va consister à choisir les bons outils pour attaquer et à trouver la bonne manière, depuis l'extérieur, de passer au-delà des mécanismes de sécurité en place. Est-ce que c'est un peu rechercher des failles de sécurité, rechercher la porte ouverte, quoi ? Exactement. Et au-delà même de chercher la porte ouverte, c'est d'aller regarder la serrure. Ah tiens, c'est telle marque de serrure. Ah tiens, il y a une vis en haut, une vis en bas. Ah bah, je sais que sur ce modèle de serrure, si je prends telle passe, je vais réussir à rentrer. Très très clair. Donc ça, c'est la deuxième étape. Et une fois qu'il a trouvé comment rentrer, et ben là, il rentre. Il rentre. Voilà. Et là, c'est vraiment la phase d'intrusion. Où finalement, là, justement, si je reprends l'image de la serrure, je vais prendre le pass, cliquer à gauche, pousser, etc. Et réussir à ouvrir la porte et avoir un premier pied, finalement, dans le système de la victime. Et ça, c'est un peu comme s'il se retrouvait dans un sas et il y a plusieurs portes. Et après, qu'est-ce qui se passe ? Et voilà, après, il faut choisir les portes qu'on va vouloir ouvrir et donc on va commencer à vraiment exploiter finalement l'attaque. Et il y a une phase qui est un peu similaire à l'exploitation de cette attaque, c'est l'installation. Nous, on le remarque souvent au sein de Webstone, quand on fait de la réponse à incident, on est appelé par des entreprises qui ont été victimes d'une cyberattaque et on va aller chercher ce qu'on appelle le camp de base. C'est-à-dire que l'attaquant, à un moment, il s'est mis dans un endroit du système d'information. Très concrètement, je pense que tous ceux qui écoutent ont des ordinateurs, ils s'arrivent à se cacher au fond d'un répertoire et à copier des fichiers, à mettre leurs outils, à installer leur petit camp de base, dans lequel ils s'installent. Qui va leur permettre... Donc ils peuvent rester là un certain temps, c'est ça. Ils s'installent avant d'attaquer, ils se préparent. Ils ont mis un pied. Je peux te donner une anecdote. On a aidé une grande entreprise qui avait des systèmes de paiement et qui avait finalement subi une attaque où tous les numéros de carte bleue qui passaient dans les différentes bornes de paiement étaient siphonnés par l'attaquant. Au début, on arrive... Il faut prendre son temps pour les récupérer. Oui. Alors, au début, on arrive et finalement, le premier réflexe de l'entreprise, c'est de dire mais c'est pas possible. C'est tellement complexe nos systèmes que c'est forcément quelqu'un de l'interne. Et donc, on s'est retrouvé dans une situation où on a dû gérer aussi ces problèmes de suspicion interne. Et en fait, on a continué notre investigation technique et on a trouvé le camp de base de l'attaquant. Et qu'est-ce qu'on a trouvé dans le camp de base de l'attaquant ? Eh bien, tous les guides de formation au système de paiement que l'entreprise avait écrits et qui étaient à disposition sur l'intranet pour les nouveaux arrivants, pour ceux qui devaient se former. Et on a vu que depuis 3 mois, l'attaquant était en train de s'auto-former au système. Voilà. Et donc après, oui, il avait les mêmes compétences qu'un interne, mais il était bien externe. Donc la formation était très efficace. Toujours important la formation, même quand on attaque. Et donc là, par exemple, il n'y avait pas besoin de lancer une attaque. Là, le fait qu'il ait son camp de base et qu'il récupère toutes les coordonnées de carte bleue, c'est déjà en soi une attaque. Et après, il y a d'autres types d'attaques qu'on peut lancer à un certain moment, à un moment opportun. Voilà, après, tout dépend de la finalité. Finalement qu'on veut dans l'attaque. Est-ce qu'on veut bloquer tous les ordinateurs de l'entreprise ? Est-ce qu'on veut voler des données très précises comme le numéro de carte de crédit ou voler des masses de données pour à nouveau demander une rançon ? Est-ce qu'on veut... Voilà, il y a des dizaines finalement d'objectifs possibles. Et donc, c'est justement à ce moment-là où le cybercriminel, lui, va mettre en place l'étape de commande à distance, parce qu'en fait, il n'est pas dans le réseau, il est à l'extérieur. Et il faut qu'il arrive à gérer des actions à l'intérieur du réseau de la victime, depuis l'extérieur, sans se faire détecter.
Voilà, et donc il y a tous des mécanismes qui permettent de masquer ces actions d'attaque à distance jusqu'à finalement la dernière étape. La dernière étape, c'est l'action ultime. C'est ce que voulait faire l'attaquant, que ce soit voler des documents, faire des fraudes financières, bloquer tous les systèmes. Afficher un message sur un ordinateur d'une mairie, il paraît que ça se fait beaucoup en ce moment. Oui, il y a vraiment plein de scénarios qui peuvent toucher malheureusement tous les secteurs d'activité et toutes les tailles de structure. Et alors, on arrive au chapitre 5, qui nous défend et comment font-ils justement face à ces cybercriminels. Donc, il est question dans ton chapitre 5 de ceux qui nous défendent, que moi j'appelle les cyber-héros ou les pompiers de la cybersécurité. Tu dresses 27 portraits assez précis de métiers qui existent ou qui gravitent autour du monde de la cybersécurité. Donc déjà, si ces métiers vous intéressent, ça permet d'avoir un bon aperçu. Ils sont très bien imagés via des personnages qui sont inventés. Ils ont un prénom, ils ont un âge. Donc ça raconte vraiment une histoire sur le métier. La parité est même respectée. Alors on est un peu dans le meilleur des mondes dans ce chapitre, Jérôme. Est-ce que c'est représentatif de la réalité en entreprise aujourd'hui ? Eh bien oui. C'est même si effectivement le taux de féminisation dans les métiers du numérique et donc de la cybersécurité reste faible. On parle de 11% à l'échelle nationale. Je connais des structures où on est plutôt à 20 ou 30% quand il y a vraiment un effort spécifique qui est fait. Et chez Wavestone, vous êtes à combien ? On est autour de 25. D'accord. Voilà. C'est difficile d'arriver à 50% aujourd'hui, soyons honnêtes, même si on essaye et on pousse dans cette direction-là. Mais oui, moi j'ai voulu vraiment donner une identité aux gens qui nous défendent. Et c'est le chapitre qui me tient le plus à cœur dans le livre. Et c'est vraiment celui sur lequel j'ai peut-être passé le plus de temps. Parce que finalement, tout le reste, toute l'histoire, je l'avais déjà dans la tête. Ça fait 20 ans que je travaille dans le domaine. Je les ai vécues, finalement, toutes ces histoires. Mais ce que je voulais, c'est passer de guides qu'on a, qui existent, très sérieux sur la définition des fiches de poste, des fiches métiers, etc., à quelque chose de vivant, à quelque chose d'humain et à quelque chose qui puisse donner envie au lecteur de s'intéresser à ces métiers. Et pourquoi pas d'en parler à son cousin, à son fils, à son oncle, pour à un moment se dire, tiens, mais tu savais qu'il y avait ce métier-là ? Tu savais qu'il y avait, par exemple, des diplomates spécialisés en cyber au sein du ministère des Affaires étrangères ? Tu savais qu'il y a des gens qui surveillent 24 heures sur 24 des véhicules connectés qui roulent sur la route pour éviter des cyberattaques ? Voilà, et donc tous ces métiers, finalement, sont très masqués, sont assez invisibles. Je voulais les visibiliser et quelque part donner envie au lecteur de pourquoi pas de se renseigner et pourquoi pas un jour ou l'autre de postuler et d'aller dans notre secteur. Et pourquoi c'est important aujourd'hui justement de donner envie de s'intéresser à ces métiers de la cybersécurité ? Quel est l'enjeu actuel ? L'enjeu actuel est clairement qu'on manque de bras en cyber. Il y a un manque de compétences criant. On le voit bien, il y a plus de 15 000 postes ouverts qui aujourd'hui ne sont pas sourcés. Et le problème, ce n'est pas qu'en France, il est à l'échelle européenne et même mondiale. Les chiffres aux États-Unis donnent parfois le tournis sur des centaines de milliers de postes ouverts et sur lesquels personne n'est là. Et on en a besoin. Aussi bien les femmes que les hommes, du coup, ça c'est vraiment un message à faire passer parce que les promotions, si elles sont vides aujourd'hui, parce qu'il y a le problème qui se pose déjà dès l'entrée dans une école de cybersécurité ou d'informatique où on peut se spécialiser en cybersécurité, c'est que il y a 15 000 postes à pourvoir en France, c'est des très beaux métiers, c'est des très beaux postes qui sont plutôt bien rémunérés, qui sont plutôt reconnus. Enfin, c'est possible de faire de très belles carrières dans la cybersécurité et c'est très adapté aussi pour avoir un certain équilibre entre la vie pro, la vie perso, très adapté pour les femmes, pour la vie de famille. Donc voilà, c'est le message que je veux faire passer aussi dans mes podcasts. Ce sont des métiers accessibles à tous. Mais je pense qu'on a envie de faire passer les mêmes messages. Tout à fait. Exactement. Et j'ajouterais même à tout niveau d'études. Exactement. En fait, on a souvent l'idée un peu classique, oui, c'est du bac+5, il faut être ingénieur, etc. Non, pas du tout. Il faut être très bon en maths et en code. Voilà, c'est ça. Attention, si vous avez 18 sur 20 en maths, c'est foutu. Il faut savoir coder depuis qu'on a 5 ans et demi. C'est ça. Eh bien, pas du tout. Non, c'est accessible aujourd'hui sur des profils de techniciens, des profils d'ingénieurs, des profils d'écoles de management. Nous, au sein de Wavestone, on recrute entre 30 et 40% d'écoles de management pour travailler sur ces problématiques cybersécurité. Donc voilà, et vraiment tous les niveaux d'études peuvent apporter leur pierre à l'édifice. Et c'est d'ailleurs une transformation qui a lieu actuellement, à l'heure où on se parle, d'ouvrir le champ des différentes formations à différents niveaux, à différents cursus, à différents secteurs pour élargir finalement le vivier de talents dédiés à la cyber.
Tout à fait. Tu rappelles même dans cette partie-là que les spécialistes en cyber ne travaillent pas dans des caves, mais dans des vrais bureaux à la défense, donc comme toi. Ou pas que, beaucoup sur le terrain aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Il y a des métiers dans la cyber, il y a des journalistes spécialisés en cyber, il y a des policiers, des gendarmes spécialisés en cyber, il y a des chercheurs spécialisés en cyber, il y a des avocats spécialisés en cyber. Donc en fait, aujourd'hui, il y a un peu deux voies. Soit on fait une voie pure cyber, entre guillemets, soit on peut faire un métier plus classique dans lequel on va donner une coloration cyber parce qu'il y a plein d'opportunités aussi. Et toi, tu es quel personnage dans ce livre ? Alors, je ne me suis pas représenté dans ce livre. Par contre, sur tous les petits portraits que tu citais tout à l'heure, les 27, là, il y en a. Je me suis amusé à mettre des prénoms de vrais collègues ou de vraies personnes que je connaissais en mixant. Ah, donc Jean-Yves existe ? Jean-Yves existe. Donc Jean-Yves, c'est le directeur cybersécurité, le chef d'orchestre. Est-ce que c'est toi ? Non, moi je suis pas. Aujourd'hui, j'ai pas occupé cette fonction de directeur cybersécurité au sein d'une grande entreprise. Moi, je m'occupe déjà de diriger pas mal de choses côté Wavestone, mais c'est un rôle qui effectivement est passionnant parce que dans une grande entreprise, ce qu'il faut voir, c'est que il faut arriver à transformer la cybersécurité qui peut être vu parfois comme un poste de coût. Oh, on nous embête encore avec la sécurité, ça va nous coûter cher, ça nous freine, etc. Dans une activité qui soit positive pour l'entreprise, soit qui lui permette d'accélérer. C'est comme dans une voiture, quand on est conscient qu'on a des bons freins, qu'on a des bons airbags, eh ben, si on est sur un circuit, on peut accélérer un peu plus et on peut prendre le virage un peu plus serré. Donc il y a déjà cette idée-là. Et ensuite, il y a l'idée dans certains secteurs, et aujourd'hui de plus en plus de secteurs, que la cybersécurité soit un différenciant quand on va aller vendre son offre. Et aujourd'hui, on le voit bien, dans le secteur, par exemple, de l'automobile, du transport ou de tous les objets connectés, amener de la cybersécurité, c'est quelque chose qui peut être un facteur de choix pour ses clients. Et comment elles font les petites entreprises qui n'ont que 10 personnes dans leur équipe et qui n'ont personne dédié à la cyber ou à l'IT, et qui passent par des prestataires ? Comment ça se passe pour elles ? C'est le prochain grand enjeu. Aujourd'hui, on peut quand même dire que le marché des grandes entreprises est stabilisé, on sait ce qu'il y a à faire, les moyens sont pas complètement là, mais il y a quand même des choses à faire. On maintient une évaluation du niveau de cybersécurité de plus d'une centaine d'entreprises. On est autour de 50% de maturité par rapport aux exigences des référentiels internationaux. Donc on voit que même pour les grandes entreprises, on est qu'à la moitié du chemin. Voilà. D'accord, seulement. Mais alors pour les petites, on est très très loin. On est très très loin. Ouais. Et il y a plein de freins à ça. Il y a un frein déjà de sensibilisation au global, mais pas que. On dit toujours il faudrait que le dirigeant de la PME s'empare du sujet. Oui, c'est vrai. Mais derrière, il faut quand le dirigeant de la PME il se retourne, qu'il dise ok, maintenant la cybersécurité, je comprends, j'ai envie d'agir, qu'il puisse agir. Et en fait, on manque de solutions qui soient adaptées aux entreprises de petite taille. La plupart des solutions sont des solutions très pointues qui demandent de l'expertise pour être installées. On manque de support en région, de prestataires en région qui puissent aller aider le tissu économique local. Voilà, et donc heureusement, il y a des grands acteurs qui se mobilisent. Cybermalveillance.gouv.fr est une super plateforme qui permet de mettre en relation aussi justement un écosystème avec un écosystème local. Et le campus cyber, par exemple, a été missionné par Jean-Noël Barrot pour traiter sur ce sujet-là et ont publié une étude sur la mise en place d'une offre de service nationale à destination des PME et des PMI. Parce qu'il faut donner les moyens pour ces structures-là pour qu'elles puissent agir. Tu m'as pas dit qui t'étais dans... Je ne suis personne. Mais alors, il y a un profil... quand même un métier hyper important dans Oui, mais moi, si tu veux, je suis le profil, où est-il, consultant cybersécurité, qui est en page 187-6. Voilà, je suis Clémence, 29 ans. Tu es Clémence, 29 ans. Très bien, je t'ai trouvée, je suis contente. Et moi, je crois que je m'étais trouvée aussi à moitié. Je suis, je pense, un petit peu un Florian, mais il n'y a pas de responsable communication en entreprise de cybersécurité. Donc ici, je vais me considérer comme journaliste spécialisée en cyber dans mon propre podcast. Voilà. Donc on va passer au 6e chapitre, comment se protéger au quotidien. Alors les conseils ne sont pas les mêmes en fonction de s'il s'agit d'un particulier, d'une grande entreprise, d'une petite organisation, comme tu viens de le dire justement. Mais au final, nous sommes tous concernés par le risque cyber. Donc à partir de là, est-ce que tu aurais 3 conseils à donner qui s'appliquent à tous et qu'il faut absolument suivre aujourd'hui pour se protéger et protéger aussi son entreprise ? Les 3 conseils clés, vraiment, le premier, c'est éviter les usages à risque. Finalement, il y a beaucoup de choses où on va se mettre à risque tout seul. Par exemple, utiliser des logiciels piratés, par exemple, brancher n'importe quelle clé USB qu'on trouve dans la rue, ou par exemple, le grand classique, cliquer sur n'importe
quel email qu'on reçoit. Donc se méfier de tout. Alors, je dirais, en tout cas, être attentif. Être vigilant. Mais en fait, ce qui est assez étrange, c'est qu'on a développé dans la vie réelle des réflexes. On marche dans la rue, on voit un groupe de personnes louches, qu'est-ce qu'on fait ? On change de trottoir. On voit un email louche arriver dans sa boîte email, qu'est-ce qu'on fait ? On clique dessus. Voilà. Et en fait, on n'a pas encore, je pense, dans l'inconscient de chacun, développé des réflexes dans le monde numérique comme on les a développés dans le monde physique. On se dit souvent aussi, comme c'est dans le monde du numérique, il peut rien nous arriver puisque c'est pas le monde réel justement. Alors on se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir sur la vie réelle finalement. C'est vrai, il y a certainement ça, c'est moins direct finalement comme impact. Peut-être que voilà, nos réflexes historiques d'être humain ne rentrent pas autant en jeu. Ouais, on n'a pas le warning de l'homme préhistorique qui se sent en danger. Donc le danger physique est plus lointain. Exactement. Ça, c'est sûr. Par contre, le danger numérique, lui, peut quand même être plus proche. C'est notre mécanisme de survie qui s'enclenche pas quand on reçoit un mail de phishing. Ouais. Enfin, moi, il s'enclenche. Parfois, je fais des ascenseurs émotionnels. Quand je reçois un mail de phishing, vous avez effectué un paiement de 299 € et qu'on est en fin de mois, je suis mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ? Et en fait, pas du tout. C'est un mail de phishing de ma propre entreprise. Et là, je leur dis merci et bravo. Et là, tu peux taper sur les doigts de Vincent Nguyen en lui disant qu'il t'a fait stresser. Exactement. Comment arriver le lundi matin serein au travail. Exactement. Alors ça, c'était le premier conseil. Voilà, premier conseil, éviter les usages à risque, être attentif. Le deuxième conseil, c'est maintenir à jour finalement tous ces équipements. Aujourd'hui, les équipements modernes ont quand même fait énormément de progrès en cybersécurité. Et c'est vrai que si on met les dernières versions sur son smartphone, sur son ordinateur, on a quand même une réduction du niveau de risque qui est importante. Et le troisième conseil pour le grand public, c'est de bien arriver à gérer son identité numérique et en particulier les fameux mots de passe qu'il faut savoir finalement organiser un peu en catégories. Il y a les mots de passe jetables. On va mettre n'importe quoi, on va les oublier et puis on va cliquer sur le bouton « J'ai oublié mon email, j'ai oublié mon mot de passe » pour recevoir le nouveau mot de passe. Voilà, quand on est obligé de le faire, on a mis n'importe quoi et ça va bien. Après, à l'extrême opposé, on a les mots de passe très sensibles. Sa boîte mail, parce que justement, elle permet de récupérer tous les autres mots de passe. Les informations financières ou les informations de santé. Et là, on va essayer au maximum d'activer des mécanismes où, en plus du mot de passe, on a un code à avoir en plus. Qu'on soit par SMS, c'est ça, par ou par mail, SMS ou par une application. C'est exactement ce qui se passe pour la banque aujourd'hui. On a tous l'habitude de le faire avec notre application bancaire. C'est vrai. Donc ça, c'est une dizaine peut-être de services. Et puis après, on a 50, 60, 70 services qu'on utilise quand même assez souvent. Où là, le bon moyen de gérer ça pour ne pas avoir partout le même mot de passe, c'est souvent d'avoir ce qu'on appelle un coffre-fort de mots de passe qu'on peut mettre sur son ordinateur, sur son téléphone. Voilà, qui va stocker les mots de passe qui vont être générés automatiquement et de manière aléatoire par cette application. On se casse plus la tête à chaque fois quand on crée un compte sur un nouveau site de e-commerce, mais qu'est-ce que je mets encore comme mot de passe ? Non, en fait, il y a un outil qui peut faire ça pour nous, générer automatiquement des mots de passe très forts, et comme ça, on n'a plus à s'en occuper. Donc, les notifications de mise à jour, quand on les reçoit, il faut faire les mises à jour le plus vite possible et arrêter de cliquer sur faire plus tard. Non, mais je le ferai plus tard. Non, mais je le ferai plus tard. On fait tous ça, on le sait, mais en fait, il faut les faire très vite. Et la gestion des mots de passe, évidemment. Protéger son identité et ses données. C'est comme la clé de sa maison. Oui, complètement. Oui, tout à fait. Et la clé de la maison n'est pas la même que la clé de la voiture. Exactement. C'est important de le rappeler. On va passer au dernier chapitre, donc le chapitre 7, quel futur pour la cybermenace ? Vraie question. Tu y donnes 4 tendances ou possibilités d'évolution qui sont issues d'un livre blanc réalisé dans le cadre du campus cyber conjointement avec AXA. Alors, quels sont ces 4 mondes possibles qui nous attendent ? Si tu peux les résumer rapidement, s'il te plaît. Donc effectivement, dans le cadre de ce groupe de travail, on a réfléchi collectivement à quoi pouvait ressembler le futur cyber à l'horizon 2030 et quels sont les grands sous-jacents qui peuvent nous amener à réfléchir. Donc, on a pris des fils existants et on les a tirés loin pour essayer de voir quelles en pouvaient être les conséquences. Donc on a 4 grands finalement chemins. Le premier, c'est un monde ultra connecté. Alors, notre monde est déjà bien connecté, mais on voit avec l'arrivée de l'intelligence artificielle qu'on va pouvoir aller encore beaucoup plus loin, connecter beaucoup plus de choses, automatiser beaucoup plus de choses, avec quelque part les risques que ça amène et les opportunités que ça amène aussi. Le deuxième, celui-là c'est celui que j'aime peut-être le moins, c'est le monde ultra cloisonné. Et malheureusement, on voit bien qu'avec les tensions géopolitiques qu'on a aujourd'hui, c'est quand même un monde qui devient de plus en plus probable. C'est un monde où l'Internet tel qu'on le connaît aujourd'hui, qui relie tous les pays dans le monde et qui permet d'accéder à tout partout, n'existe plus. C'est un monde où il peut y avoir 2 ou 3 ou 4 Internets
qui vont avoir des règles de fonctionnement différentes, qui vont avoir des localisations différentes. C'est un peu ce qu'on entrevoit avec le système existant en Chine, où l'Internet chinois est quand même extrêmement contrôlé. Mais en Corée du Nord aussi. Alors en Corée du Nord c'est encore pire parce que l'accès à Internet n'est pas démocratisé, on va dire. On voit que les réglementations typiquement qui existent en Chine ou en Russie tendent vers ce cloisonnement très très fort, mais on voit aussi des différences fortes qui arrivent entre justement ce que l'Europe fait pour protéger les citoyens, où la donnée à caractère personnel est vue comme un bien public, par rapport à une approche plutôt anglo-saxonne, plutôt aux États-Unis, où la donnée à caractère personnel est quelque chose qui peut se monnayer, qui appartient à chaque individu, et on voit qu'on commence à avoir un peu des schismes. Par exemple, les dernières sorties de systèmes d'intelligence artificielle arrivent aux États-Unis, puis elles arrivent en Europe avec du retard, parce qu'il a fallu se mettre en conformité, etc. Et si on pousse ce fil très très loin, on peut aussi avoir une problématique de séparation d'Internet. Et c'est ce qu'on a mis dans ce qu'on a appelé le monde ultra réglementé, où finalement les réglementations nous amènent aussi à avoir un fonctionnement différent de notre écosystème numérique. Et le dernier monde, c'est le monde ultra green, où finalement les enjeux écologiques et les conséquences du réchauffement climatique qu'on connaît aujourd'hui sont telles qu'elles amènent aussi à un fonctionnement du numérique différent, peut-être avec des quotas, peut-être avec des limitations dans les usages, et qui pourraient amener des nouveaux types de cyberattaques pour justement que les cybercriminels volent des quotas numériques ou qu'il puisse y avoir du chantage sur ces différents quotas. Et là, ces pronostics, tu les as publiés il y a un peu plus d'1 an maintenant. Est-ce que ça a changé entre-temps ? Quels sont aujourd'hui tes pronostics ? Où est-ce que tu vois des changements par rapport à ce que vous aviez travaillé ? Alors, pas de changements fondamentaux. Par contre, malheureusement, plusieurs exemples concrets de ce qu'on avait imaginé. Il faut voir que le monde ultra cloisonné, on l'avait imaginé avant le conflit en Ukraine. Et donc, on a vu immédiatement que la Russie a failli même être déconnectée d'Internet, en tout cas qu'elle n'a plus accès à l'ensemble des technologies. Et je pense que pour ses citoyens, c'est aussi quelque chose de difficile. Et donc, on voit bien que ce monde ultra cloisonné, il a vraiment pris de l'ampleur. Et le monde ultra connecté, lui, depuis qu'on avait écrit ça, il y a le boom de l'intelligence artificielle qu'on a connu avec l'arrivée de ChatGPT. Où là, et encore tous les mois, maintenant, on a des nouveaux usages, des nouvelles versions, des nouvelles choses qu'on va pouvoir faire. Donc voilà, les différents fils finalement avancent, et l'ultra réglementé aussi, avec peut-être là plutôt pour ce qu'on va vivre en 2024, avec beaucoup de réglementations qui arrivent à maturité en Europe et qui vont aussi changer beaucoup de choses. Et pourquoi est-ce que, justement, je reviens sur l'intelligence artificielle, en effet, qui est un énorme sujet depuis un peu plus d'1 an maintenant, pourquoi est-ce qu'on en parle autant ? Pourquoi c'est considéré aujourd'hui même plus comme une menace que comme une évolution ou une solution pour les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui en cyber, par exemple ? Alors on revient au début du sujet qu'on a traité, on voit toujours un peu le côté négatif et sombre quand quelque chose arrive. L'intelligence artificielle, c'est aussi une opportunité énorme pour développer, inventer plein de nouvelles choses. Ce qui se passe, c'est que c'est quand même un changement fondamental dans la manière dont les systèmes numériques fonctionnent. En fait, depuis toujours, les systèmes numériques, ils sont assez déterministes. On a codé quelque chose qui dit s'il y a ça, alors tu fais ça. S'il y a ça, alors tu fais ça. L'intelligence artificielle, avec ses mécanismes sous-jacents de réseaux neuronaux, peut avoir des fois un fonctionnement non déterministe, c'est-à-dire on va demander 2 fois la même chose, on n'aura pas 2 fois le même résultat. Un peu comme on le fait avec un être humain, où je vais te demander comment ça va, et une fois tu vas me répondre ça va bien, et puis l'autre fois tu vas me répondre ça va pas mal. Et finalement c'est un peu la même consonance, le même effet, mais c'est pas tout à fait le même résultat. Et donc ça amène dans ces systèmes d'intelligence artificielle une manière d'évaluer les risques et une manière de pouvoir attaquer ces systèmes, et donc en regard de les protéger, qui est complètement différent, qui est complètement nouveau, et qui ouvre la porte à des risques très importants de détournement, de mauvaise utilisation, et on le voit, les cybercriminels s'en sont déjà emparés et utilisent l'intelligence artificielle aussi pour conduire des attaques, et en même temps une opportunité incroyable pour mieux défendre. Pour défendre beaucoup plus vite, pour défendre quelque part en quelques millisecondes, là où aujourd'hui on met des heures, si ce n'est des jours, pour arriver à défendre. C'est vraiment une compétition maintenant, c'est la vitesse entre les attaquants, les défenseurs, mais on est en pénurie de talent aujourd'hui. Comment on fait pour rester au niveau de l'évolution de la menace aujourd'hui ? Alors il y a 2 éléments. Il y a un élément qui peut être l'intelligence artificielle, où il y a un potentiel fort que justement on puisse, pour tout un tas de tâches qui sont facilement automatisables, à faible valeur ajoutée, pouvoir utiliser l'intelligence artificielle.
Ça, c'est un premier axe. Ça va permettre aussi de soulager un certain nombre de profils plus experts qui aujourd'hui perdent beaucoup de temps. Et puis, de l'autre côté, il y a évidemment l'attrait vers les métiers de la cybersécurité, attirer vers notre domaine, amener des nouveaux talents à s'ouvrir à ce champ pour venir grossir les rangs des personnes travaillant dans le secteur. Et si on va plus loin que l'intelligence artificielle, tu préconises dans ton livre l'ordinateur quantique en 2035, parce que là, dans vos préconisations avec AXA, avec votre rapport, c'était jusqu'à 2030. C'est demain, 2030, hein, c'est dans pas très longtemps. Et en 2035, alors, l'ordinateur quantique, qu'est-ce qui va changer ? Alors, c'est peut-être la prochaine grande révolution du numérique. C'est une nouvelle manière finalement pour les ordinateurs de fonctionner à une autre échelle que celle qu'on a l'habitude de voir, qui va décupler la puissance pour un grand nombre de traitements. Donc à la fois ça va amener certains nouveaux risques, en particulier ça peut permettre de casser le chiffrement des données telles qu'on les connaît, par exemple le chiffrement utilisé dans nos cartes bancaires ou dans les systèmes d'échange sécurisés. Bon, heureusement il y a déjà des solutions qui existent pour parer à ce risque. Il faut se préparer dès maintenant à migrer finalement nos systèmes vers ces nouvelles solutions. Et il y en a qui le font déjà. Oui, c'est en cours dans les secteurs les plus sensibles. Je pense la défense en particulier. Les grandes banques ont déjà attaqué sur un certain nombre d'actions relatives à ce sujet-là pour faire ce qu'on appelle de la cryptographie post-quantique. Ce sera le mot le plus compliqué que j'aurais utilisé aujourd'hui. Mais finalement, c'est pour dire qu'on aura du chiffrement des données qui va résister à l'ordinateur quantique. Et l'autre axe, par contre, c'est que ça va amener justement une capacité de calcul beaucoup plus importante qui pourra être utile dans tout un tas de nouveaux usages. Et en particulier, pourquoi pas, pour entraîner plus vite les intelligences artificielles, pour pouvoir avoir des systèmes numériques qui pourront traiter et résoudre des problèmes qu'on ne peut pas résoudre aujourd'hui par nos systèmes qui sont historiques. Et bien, du coup, on se prépare à de nouveaux risques et à de nouvelles évolutions pour les années à venir. En tout cas, l'intelligence artificielle va encore faire parler d'elle. Et ensuite, ce sera l'ordinateur quantique. Pour finir cet épisode, je voulais revenir sur ce que j'ai particulièrement aimé dans ton livre. C'est la manière dont il est construit, avec ces chapitres qu'on peut parcourir déjà de manière non linéaire, comme je disais tout à l'heure, et qui sont aussi ponctués par des histoires vécues. Donc, en gros, les propos descriptifs, voilà, qu'est-ce qu'une cyberattaque, etc., sont illustrés par des histoires réelles qui sont réellement passées et qui sont hyper bien racontées. Moi, je trouve qu'elles sont hyper accessibles. J'ai beaucoup aimé qu'elles prennent autant de place dans ton livre. Elles prennent quand même pas mal de place. Et je voudrais en profiter ici pour que tu nous en racontes une. Donc, quelle est ton histoire de cyberattaque préférée ou qui t'a le plus marqué et qui est dans ton livre ? Celle qui m'a le plus marqué, c'est celle que j'ai vécue aussi, moi, directement. Et j'en ai vécu plusieurs, mais peut-être celle qui me reste le plus dans la mémoire, c'est l'époque de l'attaque qu'on a appelée NotPetya, qu'on se situe là en 2017, avec d'un seul coup une attaque mondiale qui se déclenche depuis l'Ukraine déjà, et qui a touché simultanément des dizaines d'entreprises, dont des grosses entreprises en France. Et moi, je me suis retrouvé dans une de ces grosses entreprises, à être dans les locaux, à puis avoir un seul ordinateur qui fonctionne, avoir les gens qui étaient en stress absolu, à se dire mais qu'est-ce qui se passe, mais pourquoi plus rien ne marche partout dans le monde. C'est la fin du monde, quoi. C'est la fin est complètement désarmé parce que personne n'imaginait que ça pouvait atteindre cette échelle-là. Est-ce que tu peux rappeler ce que c'était NotPetya comme type d'attaque ? NotPetya, c'était une attaque qui visait à bloquer tous les ordinateurs simultanément des structures qui avaient un lien ou un intérêt avec l'Ukraine. Et donc l'objectif, c'est passer par la mise à jour d'un logiciel de comptabilité qui finalement a amené après à tous les autres ordinateurs de l'entreprise et des centaines d'entreprises qui ont été touchées. Et qui utilisaient ce logiciel. Donc c'est un logiciel de comptabilité ukrainien qui a été la porte d'entrée vers des centaines d'entreprises dans le monde entier et qui a bloqué tous les systèmes d'information de toutes ces entreprises. Et qui a coûté, d'après la Maison-Blanche, plus de 10 milliards de dollars. C'est l'attaque cyber qui a été la plus impactante et la plus coûteuse à l'échelle internationale. Et est-ce qu'on sait quel a été le gain pour les attaquants ? Le gain, il est proche de zéro, parce qu'en fait, c'était une attaque qui visait vraiment à nuire à l'Ukraine, attaque qui a été attribuée par différentes autorités à la Russie, et qui faisait partie déjà d'un plan, finalement, de cyberattaque assez large qu'a connu l'Ukraine. Mais ils voulaient nuire à l'Ukraine, mais finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont nui au monde entier, à des entreprises du monde entier. Ils ont nui au monde entier, et ils ont même nui à eux-mêmes. Et en fait, c'était assez impressionnant, parce que là, je pense que l'attaque leur a échappé, parce qu'elle a même touché des groupes russes. Et il y a eu des impacts assez importants dans des sociétés russes, ce qui fait que justement dans le conflit Ukraine-Russie qu'on connaît maintenant depuis 2022, les attaques cyber qui ont été faites n'ont jamais
étaient des attaques qui se répliquaient automatiquement d'ordinateur en ordinateur. C'est resté à chaque fois sous contrôle humain pour éviter finalement une escalade, un débordement des cyberattaques. C'était ce que beaucoup de monde craignait au moment où le conflit s'est lancé, qui est à nouveau une attaque comme ça qui se répande dans le monde entier. Mais disons, côté russe, ils ont eu l'intelligence, si on peut utiliser ce mot-là, de rester sur des attaques plutôt manuelles. Et donc là, il a fallu s'organiser, il a fallu réfléchir à comment on repartait sans rien avoir. Il n'y avait plus d'accès Internet, il n'y avait plus d'ordinateur, il n'y avait plus aucune information. Et donc, il a fallu reconstruire brique par brique. Ça a pris, dans une des entreprises où je suis intervenu, on était à 40 personnes de Wavestone. Il y avait plus de 400 personnes mobilisées au total sur la crise. Et pendant 3 semaines, on a travaillé d'arrache-pied en 24/7 en s'organisant avec des shifts de 8 heures, etc. pour repartir de rien, repartir d'un premier PC qu'on réinstalle, puis un deuxième, puis à la fin arriver à massifier la réinstallation du système d'information pour réinstaller plusieurs dizaines de milliers d'ordinateurs, tout en espérant simultanément que l'attaque n'allait pas reprendre et que la manière dont on avait sécurisé le système était suffisante. Et donc beaucoup de stress aussi pour se dire mais est-ce qu'on a fait assez ? Est-ce qu'on fait bien ce qu'il faut faire ? Voilà, l'avantage c'est que vu l'ampleur de l'événement à l'échelle internationale, toutes les équipes cyber du monde entier étaient focalisées sur cette attaque, sur sa compréhension. Les autorités aussi étaient très présentes. Et donc, il y avait un vrai sentiment de solidarité au sein du secteur. Et c'est vrai que la cybersécurité et l'ensemble des gens qui y travaillent sont un secteur très solidaire parce que c'est des métiers qui parfois peuvent être un peu difficiles quand même quand on est dans les situations que j'évoque et où finalement on se serre les coudes et on travaille ensemble. Et je pense que c'est une des grandes forces aussi de ce secteur. Répondu à toutes mes questions et puis j'espère à bientôt lors d'un événement cyber au prochain Panocrime du Clisif qui doit se tenir très prochainement. Et à vous tous, je vous dis à très vite dans le monde de la cyber. Merci Leslie, bonne journée. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode du monde de la cyber. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous commencez à bien accrocher à ce podcast. Alors si vous voulez découvrir les coulisses et être au courant de toutes les actus, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram, le monde de la cyber. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast et à me laisser un petit commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le projet et ça me fait super plaisir de lire tous vos petits messages. Merci à vous et à très vite dans le monde de la cyber.